Bienvenue et bonjour David Lisnard. Et merci de votre présence. Vous êtes le maire LR de Cannes, président de l'Association des maires de France. Vous êtes également co-auteur du livre Les leçons de Pompidou, 50 ans après un modèle. Dans l'actualité, David Lisnard, au dîner du CRIF hier, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé l'antisémitisme qui explose dans notre pays. 366 faits au premier trimestre. Et Gabriel Attal s'en est pris à la France insoumise. Il a dit qu'il avait honte de ce qui est dit. Il s'en est pris aussi, le Premier ministre, à l'antisémitisme de l'autre côté de l'échiquier, en affirmant que Jordan Bardella a dénoncé tardivement l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous voyez, vous aussi, les mêmes causes de l'antisémitisme en France ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet antisémitisme, il explose. Ce qui a été frappant après le 7 octobre, avant même la réplique d'Israël, qui a pu servir de prétexte, ou pas d'ailleurs, c'est qu'au lieu d'avoir de la compassion pour les Juifs qui avaient été victimes d'un pogrom, enfin ce qu'on a vécu de pire depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une explosion des actes antisémites. C'est-à-dire qu'il y avait un antisémitisme latent, pas simplement en France, partout dans le monde, y compris dans les pays anglo-saxons. Et que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est le racisme et l'antisémitisme, qui sont des abjections, comme tout racisme, parce que c'est traiter l'autre, le juger non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, explose notamment dans des univers qui sont plutôt d'extrême gauche. C'est une réalité factuelle. Il y a eu un glissement d'un antisémitisme historique qui était au XXe siècle, notamment à l'extrême droite, vers l'extrême gauche. C'est une réalité et qui devient explosive dans un contexte, avec ce mot pompeux, d'intersectionnalité, où il y a une surenchère des victimisations. Et la population juive en est souvent la victime, précisément de cette victimisation. C'est tout le paradoxe de l'inversion victimaire. C'est ce cocktail qu'on est en train de voir dans nos universités. Est-ce que vous estimez qu'il y a un effet de loupe et que ce sont des minorités dans certaines de nos universités, comme à Sciences Po Paris, ou alors au contraire que les minorités peuvent faire l'histoire et il faut y prendre garde? Alors vous avez anticipé ma réponse, c'est-à-dire que l'histoire, elle est faite de minorités actives. Le plus grave, vous savez, c'est les majorités passives. Voilà, c'est ça le plus grave dans l'histoire. C'est qu'à un moment donné, ceux qui ne sont pas capables de se lever contre l'antisémitisme, c'est ceux qui seront aussi incapables de se lever comme toute forme de racisme. C'est ceux qui seront les premiers soumis. Et c'est ce qu'on a connu dans les tranches des fêtes en 40. Qui sont-ils ? Tous ceux qui sont indifférents, qui ne sont que dans la consommation, qui s'imaginent que ça ne les touchera jamais, ça ne les concerne pas. Moi, vous savez, après l'attentat de Charlie, je faisais partie de ceux qui disaient « je suis Charlie », alors que c'était pas un hebdo qui correspondait forcément. Quand il y a eu le 7 octobre, moi je ne suis pas juif, mais j'avais envie de dire ce jour-là, je suis juif. Bon, c'est cette crise du civisme, cette crise de la démocratie, cette crise de la civilisation dans laquelle nous sommes tombés depuis une cinquantaine d'années. C'est pas conceptuel, c'est pas abstrait, et qui s'exprime. C'est pourquoi il faut retrouver une espérance commune. Mais vous nous avez tracé, et la politique doit être l'art de retrouver une espérance. Vous nous avez tracé une sorte de généalogie historique de l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, quelle forme prend-il ? Quelle figure prend-il ? Alors, pour revenir à la question sur les universités, il y a plusieurs univers. Il y a l'univers intellectuel, tous les azimutés qu'on trouve dans le wokisme, l'indigénisme. Vous avez l'impression que plus on leur paye d'études, plus ils sont azimutés, quoi. Avec des théories d'extrême gauche, économiques, sociales et souvent antisémites. Et vous l'avez aussi dans l'islamisme. Donc, une des sources aussi de l'antisémitisme aujourd'hui qui prospère, c'est malheureusement une immigration musulmane non contrôlée qui fait des écosystèmes et qui fait qu'il y a une espèce de doxa qui met la pression sur la majorité de nos compatriotes musulmans qui ne sont pas antisémites, etc. Mais il y a un conformisme de l'antisémitisme qui est en train de se développer dans des universités, dans des écoles. Je pense que c'est minoritaire et je crois qu'il faudrait aussi l'analyser. À l'époque, la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur avait dit qu'il fallait faire une étude sur l'islamo-gauchisme. C'était fait laminer. Il n'y a rien eu du tout. Il ne s'est rien passé, le CNRS. J'ai entendu le sénateur Henri Leroy qui a proposé cela. Je crois que ça vaudrait le coup de faire une vraie enquête. On en est encore là, Monsieur Lisnard, à analyser. Vous avez raison. D'abord, il faut partir de même diagnostic. Il faut l'objectiver, mais pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il faut le combattre. Il y a des façons de le combattre. Ça va prendre beaucoup de temps. Il y a une façon immédiate qui est une façon pénale. C'est un acte délictuel, lourd et grave, et il ne faut pas que la main tremble. Et deuxièmement, c'est bien évidemment le sursaut éducatif qui va prendre des années pour rétablir la raison critique. Tout à fait. Hier, il y a eu les assises de lutte contre l'antisémitisme lancées par la ministre Aurore Bergé. Mais effectivement, à côté de la justice, comment mener une telle bataille ? Comment aujourd'hui s'attaquer au poison de l'antisémitisme ? Alors effectivement, par la justice, on ne le répétera jamais assez. Et on a un arsenal juridique qui fait plutôt honneur à la France contre toutes les formes de racisme. C'est ce qu'il faut rappeler aussi à nos compatriotes qui s'estiment victimes d'islamophobie. La France, elle sanctionne
toutes les formes de racisme. Pardonnez-moi, moi, j'aime pas ce terme du tout. Parce que vous l'utilisez. Non, je l'utilise pour le dénoncer parce que c'est un faux semblant. Il peut y avoir des formes évidemment en tout cas, il y a du racisme, du racisme anti-noir. Mais aujourd'hui, quels sont les faits qui explosent? Et deuxième, ce sont les faits d'antisémitisme, évidemment. C'est ceux-là qui explosent. Hein. C'est évident. Deuxième élément, c'est effectivement dans l'éducation. Vous savez, quand les pouvoirs publics sont ambigus, quand on ne soutient pas nos professeurs, quand on laisse assassiner Dominique Bernard et Samuel Paty, eh bien effectivement, laisse assassiner, vos mots sont assassiner dans le sens où il y a une telle bureaucratisation dans tous les domaines de l'action publique en France, y compris dans l'éducation, que lorsqu'il y a des signaux faibles ou des signaux forts, il se passe rien en réalité. Alors on fait des numéros verts, on fait des emails, mais il se passe rien. Et puis lorsqu'on dit on va faire des cours de bienveillance, c'est insupportable. La meilleure école de la bonté, qui est un mot plus joli que la bienveillance, c'est celle de la raison critique. Il faut rétablir véritablement une instruction rigoureuse du français, des mathématiques qui nous apprennent la logique, de la philosophie, apprendre à être dans la controverse sans dénigrer celui qui porte une parole différente. Ça s'appelle la raison critique. C'est une des grandes inventions occidentales et c'est ce qu'il nous faut rétablir. Ça prendra 10 ans, mais parallèlement à une politique ferme, impitoyable et froide à l'égard de ceux qui nuisent, de ceux qui sont antisémites, etc. Refaire de la France une grande puissance éducative et culturelle. Grande puissance éducative, on en est loin chez certains jeunes qui développent une forme d'hyper-violence. Chez certains adultes aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Mais là, je reviens à la justice des mineurs et au cas de ces jeunes, certains jeunes vraiment qui baignent dans un univers d'ultra-violence. Il y a eu le président des LR, Éric Ciotti, qui a proposé 25 mesures sur la violence en général des mineurs. Je vous pose directement la question, est-ce que vous êtes encore crédible, monsieur Lissner, alors que plusieurs fois vous avez dit que vous allez sortir le Karcher, y compris Valérie Pécresse, de la cave et qu'il y est resté? Je refuse toujours les punitions collectives. Pour ma part, j'ai jamais utilisé ces termes-là. Et moi, le seul bilan dont je peux être comptable, c'est celui dont je suis responsable. Je suis pour la responsabilité individuelle dans ma ville, dans les commerces dont j'ai pu m'occuper, dans les entreprises dont j'ai pu avoir la charge ou les collectivités dont j'ai eu la responsabilité. Deuxième élément, si on est un certain nombre à nous lever, aujourd'hui, à nous engager dans la vie politique, c'est pour ne pas accepter la fatalité. C'est-à-dire que c'est tellement confortable d'être dans le renoncement et de porter une voix de la liberté comme source de la création, de l'ordre comme condition de la liberté. Il faut remettre le pays en ordre. Ça va prendre 10 ans. Et il faut le faire de façon clinique, déterminée, froide. Mais ça va prendre 10 ans. Il n'empêche qu'en quelques mois, comme on le fait dans une boîte, des objectifs à 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, j'y travaille avec mon parti Nouvelle Énergie. Et puis, bien sûr, de retrouver l'unité de la nation par la liberté et par l'ordre, mais aussi par l'ambition culturelle et éducative. C'est ça, les 3 piliers. Et ces 3 piliers-là, aujourd'hui, il faut qu'on les fasse entendre. Nous sommes les seuls à les proposer. Quand je dis nous, c'est tous ceux qui se revendiquent d'une droite classique, héritière du libéralisme, du gaullisme, de la démocratie chrétienne. C'est ce que je rencontre dans la majorité du pays, sauf qu'on n'est plus audible. Et comme je le dis à chaque fois, il faut redevenir audible, puis crédible, puis éligible. Alors, crédible, et ce que propose Éric Ciotti est très pertinent. C'est ce que nous avions proposé d'ailleurs avec Alexandra Martin, rabaisser l'âge de la majorité pénale à 16 ans, rabaisser l'excuse de minorité à 20% maximum de l'atténuation des peines et pas 50%, faire je me souviens avec Naïma Mfadel, avec le docteur Berger, nous avions écrit un texte il y a quelques années, des peines immédiates et courtes, ouvrir des maisons de correction, c'est tout. Un ado a besoin de transgresser, mais il faut juste que lorsqu'il transgresse, il faut qu'il y ait des limites et des barres et qu'il est protégé de la société. Mais entre un ado qui a un besoin de transgression et pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre mot, quand on s'acharne, par exemple, je pense à Philippe ou à d'autres victimes. Cela, il faut en protéger la société et les mettre dans des vrais centres isolés, c'est-à-dire pas dans des prisons pour adultes, mais il faut des prisons pour mineurs. C'est aujourd'hui incontournable. La sécurité, David Lissner, c'est l'un des sujets de la campagne des Européennes. Alors que le président chinois Xi Jinping est en visite en France, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, a annoncé le dépôt d'une plainte après qu'il ait fait l'objet d'une tentative de cyberattaque d'un groupe de hackers que plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, considèrent comme liés au gouvernement chinois. D'abord, pourquoi lui, à votre avis, est-ce qu'on prend suffisamment en considération dans notre pays, dans notre démocratie, de ces formes d'attaque aujourd'hui? Alors non, on ne prend pas assez en considération ces formes d'attaque. Il y a une naïveté
confondante à l'égard des attaques qui viennent de la Russie et de la Chine. Naïveté de qui? De l'État français? Oui, et de la société, de tout le monde. Ça paraît virtuel. François-Xavier Bellamy, qui est remarquable, enfin qui est brillant et dont j'espère qu'il fera le meilleur score possible, a été victime de cette attaque. C'est pas pour rien, parce qu'au Parlement européen, par la force de son verbe, et il a dénoncé ces méthodes de certains États, dont la Chine. Donc c'est pas anodin. Et pendant que lui les dénonce, d'autres en sont les complices. Et on l'a vu d'ailleurs que certains des amis du Rassemblement national faisaient l'objet d'une enquête aux États-Unis pour complicité avec la Chine, etc. Donc, si vous voulez, là-dessus, moi je peux vous dire que l'hôpital de Cannes vient d'être victime d'une cyberattaque. C'est pas virtuel, c'est-à-dire que des données personnelles de patients sont sur le darknet. Il y a une demande de rançon, ça vient à 99% de hackers russes, donc ils ne font pas ça sans un regard au moins bienveillant, pour reprendre le terme de tout à l'heure, de l'État russe. Ça coûte des millions d'euros. À chaque fois, ça nous coûte à nous contribuables des millions d'euros. C'est pas virtuel, c'est le 21e siècle. Et donc la France doit être une vraie cyberpuissance et arrêter la naïveté à l'égard de ces États, de ces empires qui sont de plus en plus totalitaires, expansionnistes, la Chine, l'Iran, la Russie. Il faut regarder la Turquie, il faut arrêter la naïveté. Arrêter la naïveté, mais pas le dialogue. Évidemment, le président chinois... Il faut dialoguer, il faut de la diplomatie, il faut savoir discuter avec tout le monde. C'est le but de la diplomatie. Mais comme le disait Bismarck, la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Et les armes, c'est la puissance militaire, c'est la puissance économique, c'est la puissance aujourd'hui cyber, numérique. J'en viens pour la campagne des Européennes à la puissance politique. Pourquoi, malgré le caractère brillant que vous lui prêtez, que beaucoup lui reconnaissent, à M. Bellamy, manque-t-il aujourd'hui de cette puissance-là? Est-ce que votre survie chez les LR est en jeu? Alors d'abord, l'enjeu, c'est pas la survie des LR. Oui, mais est-ce que la conséquence, c'est la survie des LR? L'enjeu, c'est l'avenir de la France. Et que pour qu'il y ait un avenir de la France, il faut qu'il y ait une... Mais oui, bien sûr. Pour les élections européennes, c'est la survie de la France qui est en jeu? C'est l'avenir de la France, c'est le terme que j'ai utilisé, pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup de choses se passent aujourd'hui au sein de l'Union européenne et qu'il faut lutter contre la bureaucratisation de l'Europe et refaire de l'Europe un espoir et non pas une contrainte. Deuxième élément, parce que 2027 va être un enjeu majeur. Et si on n'est pas capable de proposer une vraie rupture avec l'État bureaucratique, avec le conformisme technocratique, on ira vers les aventures... Pourquoi vous êtes le seul à pouvoir le faire? Pourquoi vous auriez le monopole de cette rupture, monsieur Lisnard? Moi, je ne prétends avoir aucun monopole. En revanche, je prétends avoir le monopole de ma pensée et d'essayer de proposer un système. Parce que quand je regarde l'offre politique aujourd'hui, si on accepte des personnalités libres et fortes comme François-Xavier Bellamy, pour qui j'ai une réelle admiration, l'offre politique de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à ce qu'on qualifie d'extrême droite, c'est encore un terme qu'il faudrait redéfinir, en passant par la Macronie, ils raisonnent tous pareil. Ils sont étatistes, ils sont dirigistes, ils sont dans le XXe siècle. Dès qu'il y a un problème, ils distribuent un chèque, ils proposent, et c'est la spirale dans les enquêtes, du pays. Place M. Bardella CEO en se trompant totalement. Non, mais je dis pas ça. Je dis qu'on n'a pas été en mesure aujourd'hui de proposer une offre audible, parce que il y a eu des échecs, etc. Mais moi, je me sens pas comptable de ça. Je me sens comptable de mes convictions et de mes idées. Et le projet que nous allons proposer, avec notamment Nouvelle Énergie, va être un projet qui va mettre la liberté au centre de la prospérité du pays et de la sécurité du pays. Et aujourd'hui, dans le débat sur les européennes, le seul qui le propose, c'est François-Xavier Bellamy. Quand on va approcher des échéances, les débats vont être de plus en plus écoutés, et moi j'ose espérer qu'il fera la différence. De toute façon, quoi qu'il en soit, la France a besoin de personnalités honnêtes, compétentes et libres telles que François-Xavier Bellamy. Deux questions pour conclure, monsieur Lisnard. D'abord, à l'approche de la 77e édition du Festival de Cannes qui débute le 14 mai. On sait que vous êtes très impliqué en tant que maire de Cannes, forcément. Évidemment, mais aussi en tant que cinéphile. C'est pour ça que j'emploie cette expression. Deux éléments. D'abord, il y a un collectif de travailleurs du cinéma qui a appelé à la grève. Est-ce que ça vous inquiète ou pas pendant le festival ? Écoutez, on verra bien, pas spécialement, mais je trouve que j'appelle chacun à la décence. On a le plus grand festival culturel au monde. On peut ne pas l'aimer, le critiquer, ne pas aimer l'entre-soi parfois qu'il y a dans cet univers, etc. C'est le plus grand festival culturel au monde. Ça rapporte au pays, ça ne coûte pas. Et ce que vous appelez le collectif des travailleurs, c'est presque un oxymore, devrait avoir la pudeur de respecter les contribuables qui contribuent largement à leurs revenus. Comme chaque année désormais. Et les créatifs et les créateurs qui inventent des choses. Voilà. Comme chaque année, il y a des polémiques à Cannes. Il y a aussi le sujet des agressions sexuelles qui occupent les esprits. Ce ne sera pas la première fois à Cannes. Et l'année dernière, vous disiez, David Lisnard, que les polémiques passent, mais le festival reste. La preuve, la 77e édition va avoir lieu.
Et plus largement, sur ces sujets-là, il faut faire la différence entre l'œuvre et l'artiste. Disons que le jury du festival, c'est pas un jury de cour d'assises, quoi. Donc, un jury pour les œuvres, et puis si des gens sont mal comportés, ce qui semble être le cas de temps en temps, bien qu'ils soient jugés pénalement, c'est pas la même chose. En revanche, ce que je ne supporte pas, c'est les condamnations a priori, c'est les morts sociales, où sur une déclaration, on va mettre à mort sociale et professionnelle et réputationnelle un homme ou une femme. Donc sanctionner sévèrement si des prédateurs qui auraient pu commettre des délits, et je comprends ces femmes qui ont subi ces pressions, c'est abject, ces hommes, oui. Ou ces hommes, et ça arrive aussi. Mais regardez, Kevin Spacey qui a eu je sais pas combien de chefs de d'accusation, qui a été totalement innocenté, sauf que sa réputation en a été cramée, c'est insupportable. Et vive les esprits libres. Bernard Pivot est mort, c'était un esprit libre, et c'est un esprit français, et retrouvant un petit peu aussi cette joie et cette liberté. Ben peut-être alors vous soumettre le fameux questionnaire. Aïe. Votre mot préféré? Joie, tiens. Allez, celui que je viens de prononcer, la joie, c'est une grâce, c'est une élévation. Le mot que vous détestez? Fatalité. Votre juron, le vrai, hein, votre gros mot préféré? Alors, j'ai pas de gros mots préférés. Vous avez le droit de le dire. Ma mère m'écoute, et vous savez, je viens d'un milieu modeste, mais on m'a appris, donc je peux pas le dire. Franchement, je peux pas. C'est pas possible. Ce point? Ouais, parce que c'est concier, je peux pas. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Alors j'ai envie de dire Pompidou, comme ça je ferai la promotion de mon livre avec Christophe Bernard Tardieu. Pivot disait sur Pompidou, le plus littéraire des présidents est évidemment Georges Pompidou, normalien, agrégé de lettres et auteur d'anthologie de la poésie française. Et qui ne jargonnait jamais. C'est pour ça qu'il était aimé des Français. J'aurais tellement été honoré d'être invité par Bernard Pivot pour parler du livre que nous avons écrit avec Christophe Tardieu aux éditions de l'Observatoire, Les leçons de Pompidou, formidable livre. Mais je vais conclure, le métier que vous n'auriez pas aimé... Goscinny, tiens, pour le billet de banque. Ah oui. Un esprit, voilà, Goscinny. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Simplement observateur. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Il existe, c'est sûr. Il me dira, regarde tes enfants, et puis j'espère mes petits-enfants, parce que je ne voudrais pas mourir tout de suite. Regarde, ils sont joyeux et libres en France. Ça rejoint le mot que vous avez choisi, la joie. Merci David. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.